5e itération. Recherche. Assis dans la Jeep, Gennaro écoutait le bourdonnement des mouches et regardait au loin trembler le feuillage des palmiers. Il était abasourdi par l'état du terrain qui ressemblait à un champ de bataille. L'herbe était complètement couchée dans un rayon de 100 mètres et un gros palmier avait été déraciné. De larges taches de sang s'étendaient sur l'herbe et des traînées rouges étaient visibles sur les gros rochers qui s'élevaient à leur droite. « Cela ne fait aucun doute », dit Muldoon assis à côté de lui. « Le T-Rex est venu voir les hadrosaures. » Il but une nouvelle gorgée de whisky et reboucha soigneusement la bouteille. « Saleté de mouche !» marmonna-t-il. Ils continuèrent à attendre, tous leurs sens aux aguets. « Qu'attendons-nous exactement ?» finit par demander Gennaro en pianotant sur le tableau de bord. Muldoon ne répondit pas tout de suite. Il continua à scruter la végétation en plissant les yeux pour se protéger des rayons obliques du soleil. « Le T-Rex est quelque part par là, » fit-il au bout d'un certain temps. « Et nous ne disposons d'aucune arme susceptible de l'arrêter. »« Mais nous avons la Jeep ?»« Il court plus vite qu'une Jeep, monsieur l'avocat, » rétorqua Muldoon en secouant la tête. « Si nous quittons la route pour nous engager à terrain découvert, nous pouvons au mieux, avec les 4 roues motrices, atteindre 50 ou 60 km à l'heure. Il nous rattrapera facilement, ajouta-t-il avec un soupir. Mais pour l'instant, je ne vois pas grand-chose bouger dans les environs. Êtes-vous prêt à vivre dangereusement ? Bien sûr, répondit Gennaro. Muldoon mit le moteur en marche. Surpris par le bruit, 2 petits Otniélas bondirent des herbes couchées juste devant la voiture. Muldoon fit d'abord décrire à la Jeep un large cercle autour de la zone piétinée, puis d'autres cercles concentriques de plus en plus serrés, jusqu'à l'endroit d'où les Otniélas avaient jailli. Il arrêta la Jeep, descendit et s'avança dans l'herbe. Quand il s'immobilisa, un énorme essaim de mouches s'envola. « Qu'avez-vous vu ?» demanda Gennaro. « Apportez-moi la radio !» Gennaro descendit de la Jeep et courut le rejoindre. Même à une certaine distance, il percevait l'odeur aigre-douce caractéristique d'un début de décomposition. Il découvrit dans l'herbe une forme sombre, souillée de sang, les pattes de guingois. « Un jeune hadrosaure », articula Muldoon, le regard fixé sur le cadavre. Quand le troupeau a pris la fuite, il a été séparé des autres et le tyrannosaure l'a attaqué. « Comment savez-vous cela ?» demanda Gennaro en regardant la chair déchiquetée par de nombreuses morsures. « Cela se voit aux excrétions, » expliqua Muldoon. « Regardez ces crottes blanches. » Ce sont des excréments de hadrosaures. C'est l'acide urique qui leur donne cette couleur. « Et ce que vous voyez là-bas » ajouta-t-il en montrant dans l'herbe un tas haut comme le genou de matière fécale, « provient du tyrannosaure. » « Et comment pouvez-vous savoir qu'il n'est pas arrivé plus tard ?»« Grâce aux morsures, » répondit Muldoon. « Vous voyez ces petites marques ?» fit-il en tendant le doigt vers le ventre de l'animal. Ces morsures n'ont pas saigné. Elles ont été faites après la mort par des animaux se nourrissant de charognes. C'est l'œuvre des Otis que nous avons vu s'enfuir. Mais le hadrosaure a succombé à une morsure au cou. Cette longue entaille, là, au-dessus des omoplates, la marque du T-Rex, cela ne fait aucun doute. Gennaro se pencha sur le cadavre et considéra les membres déformés avec un sentiment d'irréalité. Il entendit Muldoon allumer la radio. « Contrôle ?»« Oui, » répondit la voix de John Arnold. « J'ai trouvé le cadavre d'un autre hadro, un jeune. » Muldoon se pencha à son tour en chassant les mouches d'un revers de la main et regarda sous le pied droit où un numéro était tatoué. Le numéro du spécimen est HD09. « J'ai une nouvelle qui va vous intéresser, » reprit la voix d'Arnold au milieu des grésillements de l'appareil. « Vraiment ? Je vous écoute. »« J'ai retrouvé Nedry. » La Jeep traversa la rangée de palmiers bordant la route et s'engagea sur l'étroite route de service menant à la rivière. Il faisait plus chaud dans la jungle dense, aux odeurs lourdes. Muldoon tripotait le moniteur de la Jeep sur l'écran duquel apparut une carte quadrillée du parc. « Ils l'ont trouvé grâce à une caméra vidéo, » dit Muldoon, « dans le secteur 1104, juste devant nous. » Un peu plus loin, Gennaro vit un mur de béton qui barrait la route et la Jeep garée à côté. « Il a dû se tromper à l'embranchement, » dit Muldoon. « Sale petite ordure !»« Qu'a-t-il emporté ?» demanda Gennaro. « 15 embryons, d'après vous.
Vous avez une idée de ce que cela vaut? Gennaro secoua la tête en silence. Entre 2 et 10 millions de dollars, reprit Muldoon. C'était un gros coup. La Jeep s'approcha de l'autre voiture, et Gennaro aperçut le corps étendu par terre. La forme en était indistincte et la couleur verte, mais quand la Jeep s'arrêta, plusieurs silhouettes vertes s'égayèrent. Des complices, murmura Muldoon. Les complices l'ont trouvé. Une douzaine de Procompsognathus, les petits prédateurs à l'aspect fragile, gazouillaient avec animation à la lisière de la forêt en regardant les deux hommes descendre de voiture. Denis Nedry était étendu sur le dos. Sa face joufflue, à l'apparence encore juvénile, était maintenant rouge et boursouflée. Des mouches volaient autour de la bouche et de la langue gonflée. Le corps était atrocement mutilé. Les intestins arrachés et une jambe à moitié dévorée. Gennaro détourna précipitamment les yeux et les porta dans la direction des complices qui, assis sur leurs pattes de derrière, observaient les hommes avec curiosité. Il remarqua que les mains des petits dinosaures avaient 5 doigts, avec lesquels ils s'essuyaient la figure et le menton, ce qui leur donnait une attitude étrangement humaine. « Merde alors !» s'exclama Muldoon. « Ce ne sont pas les complices. »« Quoi ?» Muldoon secoua la tête. « Vous voyez ces taches sur sa chemise et sur son visage. Vous sentez cette odeur de vomi séché. Eh ben, c'est la salive de Dilophosaure. Elle a attaqué la cornée. Regardez tout ce rouge. Quand on en reçoit dans les yeux, c'est extrêmement douloureux, mais pas mortel, et on dispose de 2 heures pour prendre l'antidote. Nous en avons en réserve un peu partout dans le parc, par sécurité. Et pour ce fumier, je n'ai aucun regret. Ils l'ont d'abord aveuglé, et puis lui ont ouvert le ventre. Ce n'est pas une mort très agréable. Il y a peut-être quand même une justice ici-bas. Les Procompsognathus se mirent à pousser des cris et à sautiller quand Muldoon ouvrit la portière arrière pour sortir un tube d'acier et une boîte en inox. « Tout est là », dit-il en tendant 2 cylindres sombres à Gennaro. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'avocat. « Que voulez-vous que ce soit ? Des roquettes. Attention » ajouta-t-il en voyant le mouvement de recul de Gennaro. « Regardez, vous mettez les pieds !» Gennaro enjamba prudemment le corps de Nedry tandis que Muldoon transportait le tube dans l'autre véhicule. « En route !» dit-il en s'installant au volant. « Et pour lui ?» demanda Gennaro. « Que faisons-nous ?»« Que voulez-vous faire ? Nous avons d'autres soucis. » La Jeep démarra et Gennaro se retourna. Les complices se disposaient à reprendre leur repas. L'un d'eux bondit sur le visage de Nedry et commença à lui picorer le nez. La rivière devint plus étroite. Les rives se rapprochèrent progressivement jusqu'à ce que les branchages des arbres se touchent au milieu du cours d'eau pour former une barrière végétale que ne pouvaient percer les rayons du soleil. Tim entendit quelques cris d'oiseaux et il vit de petits dinosaures sauter en gazouillant de branche en branche. Mais la plupart du temps, l'air était chaud, moite et silencieux sous le dais de feuillage. Grant regarda sa montre. Il était 8 heures. Le canot pneumatique glissait silencieusement sur l'eau qu'un rayon de soleil faisait miroiter de loin en loin. L'embarcation semblait même prendre de la vitesse. Grant s'était réveillé, allongé sur le dos, il regardait défiler les branches au-dessus de sa tête. Du coin de l'œil, il vit Lex qui se tenait à l'avant lever le bras pour attraper quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Vous croyez que nous pouvons manger ces baies ?» demanda la fillette en montrant les arbres. Quelques branches étaient assez basses pour qu'elle pût les toucher. Tim vit qu'elle portait des grappes de baies d'un rouge vif. « Non !» répondit Grant. « Pourquoi ? Les petits dinosaures en mangent bien, eux !» incita Lex en montrant quelques animaux se déplaçant sur les branches. « J'ai dit non, Lex !» Elle soupira, mécontente de son accès d'autorité. « Je voudrais que papa soit là, » reprit-elle d'un ton grincheux. « Papa sait toujours ce qu'il faut faire. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» répliqua Tim. « Il ne sait jamais ce qu'il faut faire. »« Si !» insista la fillette, en regardant défiler au-dessus de sa tête les arbres dont les racines énormes, aux formes torturées, s'élançaient vers la rivière. « Tu dis ça parce que tu n'es pas son petit chouchou. » Tim tourna la tête et décida de ne rien dire. « Et ne t'inquiète pas, » ajouta Lex. « Papa t'aime aussi, même si tu t'intéresses plus aux ordinateurs qu'au sport. » « Mon père est un fanatique du sport,
expliqua Tim à Grant. Grant hocha la tête en silence. Il suivait dans le branchage les petits dinosaures d'un jaune pâle, hauts d'à peine 60 centimètres qui sautaient d'arbre en arbre. Ils avaient un bec corné, évoquant celui d'un perroquet. « Tu sais comment ils s'appellent » demanda Tim à sa sœur. « Ce sont des microcératops. »« La belle affaire !»« Je croyais que ça t'intéresserait. »« Seuls les très jeunes garçons s'intéressent aux dinosaures. »« Qui a dit ça ?»« Papa !» Tim allait se mettre en colère, mais Grant les fit taire d'un geste de la main. « Un peu de silence, les enfants !»« Pourquoi ?» demanda Alex. « Je peux faire ce que je veux si j'ai… » Elle n'acheva pas sa phrase car au même moment retentit en aval un hurlement à glacer le sang. « Avez-vous une idée de l'endroit où est ce fichu tyrannosaure ?» demanda Muldoon à la radio. « Nous ne l'avons pas vu par ici. » Ils étaient retournés dans l'enclos des sauropodes, à l'endroit où l'herbe avait été piétinée par le troupeau paniqué des hadrosaures. Mais il n'y avait pas la moindre trace du grand carnivore. « Je vérifie tout de suite !» répondit Arnold avant de couper la communication. « Vérifiez tout de suite !» répéta Muldoon d'un ton sarcastique en se tournant vers Gennaro. « Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt ? Pourquoi n'a-t-il pas suivi ses déplacements ?»« Je n'en sais rien, » répondit l'avocat. « Il ne se montre pas, » annonça Arnold quelques instants plus tard. « Comment cela, il ne se montre pas ?»« Il n'apparaît pas sur les moniteurs, et les capteurs de mouvement n'ont pas décelé sa présence. »« Merde !» lâcha Muldoon. « Si on ne peut même plus compter là-dessus, avez-vous au moins retrouvé Grant et les enfants ?» Les capteurs de mouvement ne les ont pas trouvés non plus. « Et maintenant ?» poursuivit Muldoon. « Que sommes-nous censés faire ?»« Attendre, » répondit Arnold. « Regardez, regardez !» Juste devant eux se dressait l'énorme dôme de la volière. Grant, qui ne l'avait vue que de loin, se rendait maintenant compte qu'elle était véritablement gigantesque, au moins 400 mètres de diamètre. Les poutrelles de la charpente du dôme géodésique luisaient faiblement dans l'air légèrement embrumé, et la première pensée qui lui vint à l'esprit fut que le verre devait peser des tonnes. Quand ils furent plus près, Grant constata qu'il n'y avait pas de verre entre les poutrelles, et que des filets très légers étaient suspendus aux éléments de la charpente métallique. « Les travaux ne sont pas terminés, » dit Lex. « Je pense qu'il est fait pour rester ouvert, » fit Grant. « Alors tous les oiseaux peuvent sortir ?»« Pas les grands oiseaux, » répliqua Grant. Le courant les entraîna jusqu'au dôme, et ils levèrent la tête au ciel. En quelques minutes, le sommet du dôme devint si haut qu'ils parvenaient à peine à le discerner dans la brume. « Si je ne me trompe pas, » dit Grant, « il y a un second pavillon par ici. » Quelques instants plus tard, il distingua le toit d'une construction dominant la cime des arbres. « Vous voulez vous arrêter ?» demanda Tim. « Il y a peut-être un téléphone ou bien des capteurs de mouvement, » répondit le paléontologiste en dirigeant leur embarcation vers la rive. « Il faut absolument entrer en contact avec la salle de contrôle. Le temps presse. » Ils descendirent du canot pneumatique en glissant dans la boue. Grant hala l'embarcation au sec et l'amarra à un arbre. Puis ils s'enfoncèrent tous les trois dans une palmeraie touffue. La volière. « Je ne comprends pas, » dit John Arnold au téléphone. « Je ne vois pas le tyrannosaure et il n'y a pas non plus le moindre signe de Grant et des enfants. » Assis devant sa console, il vida son énième tasse de café et la posa au milieu des assiettes de carton et des sandwichs entamés. Il était 8 heures du matin et Arnold se sentait exténué. Cela faisait maintenant 14 heures que Nedry avait saboté l'ordinateur du parc Jurassique et il avait patiemment tout remis en état de marche. « Tous les systèmes du parc sont en service et fonctionnent normalement, » poursuivit-il. « Les communications téléphoniques sont rétablies et j'ai demandé à un médecin de venir vous soigner. » Dans sa chambre du pavillon des visiteurs, Ian Malcolm toussa. « Mais vous avez des ennuis avec les capteurs de mouvement, » articula-t-il. « Disons que je ne trouve pas ce que je cherche, » répondit Arnold. « Le tyrannosaure, par exemple ?»« Je ne le vois nulle part. Il y a une vingtaine de minutes, il est parti vers le nord en longeant la lagune, puis je l'ai perdu. Je ne comprends pas pourquoi, à moins qu'il soit encore endormi. » « Et vous ne trouvez pas Grant ni les enfants ?»
Non. Je pense que la réponse est très simple, fit Malcolm. Le champ des capteurs de mouvement est insuffisant. Insuffisant protesta Arnold. Il balaie 92. Je sais, le coupa Malcolm. Il couvre 92% de la surface terrestre. Mais si vous étudiez les 8% restants, je pense que vous découvrirez qu'ils forment une unité topographique, c'est-à-dire qu'ils sont contigus. Autrement dit, un animal peut se déplacer librement dans le parc et échapper à toute détection en suivant une route de service, la rivière de la jungle ou encore les plages. Même si c'était le cas, répliqua Arnold, les animaux sont trop stupides pour en avoir conscience. La stupidité des animaux n'est pas prouvée, poursuivit Malcolm. Et vous pensez que c'est ce que font Grant et les enfants? Absolument pas, répondit Malcolm, secoué par une nouvelle quinte de toux. Grant n'est pas un imbécile, et il va de soi qu'il cherche à se faire repérer. Les enfants et lui ont dû passer leur temps à gesticuler devant tous les capteurs qu'ils ont vus. Mais il est possible qu'ils aient des problèmes que nous ne soupçonnons pas, à moins qu'ils ne soient en train de suivre la rivière. Cela m'étonnerait beaucoup, dit Arnold. Les berges sont très étroites et il est souvent impossible de marcher le long de l'eau. Le courant pourrait-il les ramener jusqu'ici? Demanda Malcolm. Oui, mais ce serait pas le moyen le plus sûr de regagner le camp, car la rivière traverse la volière. Pourquoi la visite de la volière n'était-elle pas prévue au programme? Demanda vivement Malcolm. Nous avons eu certains problèmes. À l'origine, nous devions construire un pavillon surélevé, d'où les visiteurs auraient pu observer les ptérodactyles en vol. En ce moment, il y en a 4 dans la volière. En réalité, ce sont des céradactyles, de gros ptérosaures qui se nourrissent de poissons. Qu'ont-ils de particulier? Eh bien, pendant les travaux de construction de la loge, nous avons lâché les ptérosaures dans la volière pour qu'ils s'acclimatent. Et ce fut une grave erreur car nous avons découvert que ces oiseaux protègent leur territoire. Et alors? Ils défendent farouchement le territoire qu'ils se sont approprié. Ils se battent entre eux et ils attaquent tout animal pénétrant dans la zone qu'ils se sont réservée. Qu'entendez-vous par attaque? Demanda Malcolm. C'est impressionnant, expliqua Arnold. Les ptérosaures s'élèvent en planant jusqu'en haut de la volière, puis ils replient leurs ailes et plongent. Un oiseau de 15 kilos heurte un homme avec la force d'une tonne de briques. Pendant les travaux, ils assommaient les ouvriers et les blessaient en leur faisant de profondes coupures. Et eux, ils ne se blessent pas dans ces chocs? Demanda Malcolm. Pas une seule fois jusqu'à présent. Alors, si les enfants sont dans la volière? Ils n'y sont pas, fit vivement Arnold. Du moins, je l'espère. C'est ça le pavillon? Demanda Alex. Quel bicoque! Sous le dôme de la volière, soutenu par de gros pylônes de bois, le pavillon des ptérosaures se dressait au milieu d'un bouquet de conifères. Mais la construction inachevée n'avait pas été peinte, et des planches étaient clouées sur les fenêtres. Les arbres et les murs du pavillon étaient couverts de grandes traînées blanches. Je ne sais pas pourquoi, mais les travaux n'ont pas été terminés, dit Grant en s'efforçant de cacher sa déception. Tant pis, ajouta-t-il. Retournons au canot. Tandis qu'il redescendait vers la rivière, le soleil parut, apportant une note de gaieté. Grant regarda les ombres des poutrelles de la charpente du dôme et il remarqua sur le sol, comme sur les feuillages, d'autres larges traînées de la substance d'un blanc crayeux qu'il avait vu sur les murs du pavillon. Et il perçut une odeur âcre qui flottait dans l'air. « Ça pue ici !» fit Lex. « Qu'est-ce que c'est que ces traces blanches ?» On dirait des déjections de reptiles, probablement des oiseaux. Comment se fait-il qu'il n'ait pas terminé les travaux? Je n'en sais rien. En débouchant dans une clairière à l'herbe rase, parsemée de fleurs sauvages, ils entendirent un long sifflement grave. Un autre lui répondit, venant de l'autre côté de la forêt. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Grant vit apparaître sur l'herbe l'ombre d'un nuage, un nuage qui se déplaçait très rapidement. En quelques secondes, il se trouva au-dessus d'eux. Grant leva la tête et vit une énorme silhouette planer silencieusement et leur cacher le soleil. « Ouille !» s'écria Alex. « Un ptérodactyle !» « Oui, » fit Tim. Grant garda le silence. Il était fasciné par la vue du grand reptile planeur. Le ptérodactyle émit un long sifflement,
et décrivit un arc de cercle pour revenir dans leur direction. « Pourquoi ne faisait-il pas partie de la visite ?» demanda Tim. Grant se posait la même question. Les reptiles volants étaient magnifiques et glissaient si gracieusement dans l'air. Puis il vit apparaître un deuxième ptérodactyle, aussitôt suivi d'un troisième et d'un quatrième. « Peut-être parce que le pavillon n'est pas terminé ?» suggéra Lex. Grant songea que ce n'étaient pas des ptérodactyles ordinaires, ils étaient bien trop grands. Ce devaient être des céaradactyles, des reptiles volants de grande taille ayant vécu au début du Crétacé. Quand ils étaient tout en haut du dôme, ils ressemblaient à de petits avions. Les ptérosaures se rapprochèrent, et il vit qu'ils avaient près de 5 mètres d'envergure, un corps poilu et une tête évoquant celle du crocodile. Il se souvint qu'ils se nourrissaient de poissons et vivaient en Amérique du Sud et au Mexique. Lex mit sa main en visière et leva les yeux au ciel. « Il pourrait nous faire du mal ?» « Je ne pense pas, il ne mange que du poisson. » L'un des ptérosaures descendit en vrille vers eux, comme un éclair noir déplaçant de l'air chaud, laissant derrière lui une odeur âcre. « Qu'est-ce qu'ils sont gros !» s'écria Lex. « Vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas nous faire de mal ?»« Tout à fait sûr. » Un deuxième ptérosaure descendit en piqué, encore plus vite que le premier. Venant de derrière, il frôla leur tête. Grant eut le temps de voir son bec garni de dents acérées et son corps couvert de poils, et songea qu'il ressemblait à quelque chauve-souris géante. Mais ce qui le frappa fut l'apparence fragile du reptile. Son énorme envergure, ses ailes membraneuses roses, si fines qu'elles en étaient presque translucides, tout contribuait à créer une étonnante impression de délicatesse. « Ouille !» cria Lex en portant la main à ses cheveux. « Il m'a mordu !»« Quoi ?» demanda Grant. « Il m'a mordu ! Il m'a mordu !» Tout en haut du dôme, les deux autres ptérosaures replièrent leurs ailes, et deux silhouettes sombres et ramassées piquèrent vers le sol en lançant un cri aigu et prolongé. « Venez les enfants !» s'écria Grant en les prenant par la main. Ils se mirent à courir, et quand l'intensité du cri fut assez forte, Grant se jeta par terre au dernier moment en entraînant les enfants. Les deux céaradactyles passèrent en sifflant dans un grand battement d'ailes. Grant sentit des griffes lacérer sa chemise sur son dos. Il se releva, aida Lex à se remettre debout et repartit en courant quelques mètres derrière Tim, tandis que les deux premiers reptiles volants fondaient de nouveau sur eux en hurlant. Grant attendit encore une fois le dernier moment pour pousser les enfants par terre, tandis que deux ombres obscurcissaient le ciel. « Berk !» fit Lex d'un air dégoûté. Grant se tourna vers elle et vit qu'elle avait reçu des déjections blanches. « Allons-y !» cria-t-il en se relevant. Il allait s'élancer à toute allure quand il entendit Lex pousser un hurlement de terreur. En se retournant, il vit que l'un des ptérosaures l'avait saisi par l'épaule. Les gigantesques ailes membraneuses de l'animal battaient frénétiquement l'air autour de la fillette, tandis que sa mâchoire inférieure frappait la petite tête à coups répétés. Le ptérosaure essayait de décoller avec sa proie, mais Lex était trop lourde. Elle hurlait en se débattant de toutes ses forces. Grant fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il se précipita vers la fillette et se jeta contre le corps du reptile ailé. L'animal lâcha prise et roula sur le dos. Grant retomba sur lui. L'animal se mit à crier en le lardant de coups de bec. Grant baissa la tête pour se protéger des griffes et des ailes gigantesques qui l'enveloppaient. Il avait l'impression d'être sous une tente au milieu d'une tempête de sable. Il ne voyait rien, il n'entendait rien. Plus rien d'autre n'existait que le battement des ailes, les lourdes membranes et ses cris perçants. Les griffes lui labouraient la poitrine. Lex hurlait à pleine gorge. Grant repoussa le ptérosaure qui se mit à glapir et battit des ailes en redoublant de vigueur pour se redresser. Le reptile finit par s'enrouler dans ses ailes comme une chauve-souris, et il s'éloigna en prenant appui sur les petites griffes de ses ailes. Grant le suivit des yeux ébahis. Il marchait sur ses ailes. La théorie de Lederer était confirmée. Les autres ptérosaures lancèrent une nouvelle attaque, et Grant, étourdi, perdit l'équilibre. Horrifié, il vit Lex s'éloigner en courant, les bras croisés sur la tête pour se protéger. Tim criait à tue-tête. Quand le premier reptile volant attaqua en piqué, Lex lança quelque chose, et le ptérosaure reprit aussitôt de l'altitude avec un sifflement. Ses congénères s'élancèrent aussitôt à sa poursuite.
Ayant du mal à déplier ses ailes et à prendre son essor, celui que Grant avait affronté se laissa distancer. Quand Grant leva la tête, les yeux plissés pour suivre le vol des reptiles, il vit le premier ptérosaure poursuivi par les autres qui poussaient des glapissements furieux. « Que s'est-il passé ?» demanda Grant en se tournant vers les enfants. « Ils ont emporté mon gant, » répondit Lex. « Mon Daryl Strawberry spécial. » Ils se remirent en route et Tim passa le bras autour des épaules de sa sœur. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Bien sûr, idiot !» répondit-elle en se dégageant. « J'espère qu'ils vont s'étouffer et qu'ils mourront !» ajouta-t-elle en levant les yeux. « Ouais !» approuva Tim. « Moi aussi !» Ils virent devant eux le canot amarré sur la rive. Grant regarda sa montre. Il était 8h30. Il ne disposait plus que de 2h30 pour regagner l'hôtel. Lex se dérida quand le courant les entraîna hors du dôme argenté de la volière. Ils glissaient de nouveau sous un dais de feuillage, et la rivière allait en s'étranglant. À certains endroits, elle ne dépassait pas 3 mètres de largeur, et le courant devenait de plus en plus rapide. Lex se leva pour toucher les branches juste au-dessus de sa tête. Grant s'adossa au plat-bord et écouta le gargouillement de l'eau à travers le caoutchouc. Ils allaient de plus en plus vite et les branches défilaient rapidement. C'était agréable, cela faisait comme une petite brise fraîche dans la chaleur du tunnel végétal, et cela signifiait qu'ils atteindraient un peu plus tôt leur but. Grant n'avait aucune idée de la distance qu'ils avaient parcourue, mais elle s'élevait à plusieurs kilomètres depuis le bâtiment de service où ils avaient passé la nuit. Au moins 7 ou 8, peut-être même plus. Cela signifiait donc que, lorsqu'ils abandonneraient le canot, ils ne seraient qu'à 1 heure de marche de l'hôtel. Mais rien ne pressait. Pour l'instant, ils allaient à une bonne allure. « J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu Ralph, » dit Lex. « Il est peut-être mort maintenant. » « Non, je suis sûr qu'il va très bien. »« Je me demande s'il me laisserait monter sur son dos, » poursuivit la fillette d'une voix somnolente. « Ce serait amusant de faire un tour sur son dos. »« Vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier soir ?» demanda Tim. « Quand nous avons soigné le stégosaure ?»« Oui, » répondit Grant. « Pourquoi avez-vous posé des questions sur l'ADN de grenouille ?»« À propos de la reproduction, » répondit le paléontologiste. « Il n'arrive pas à expliquer pourquoi les dinosaures se reproduisent malgré l'irradiation et puisqu'il n'y a que des femelles. »« D'accord. » Eh bien, il faut savoir que l'efficacité d'une irradiation n'est pas prouvée et qu'elle est probablement très faible. Je pense que ce qui s'est passé ici le confirmera. Mais il reste le problème du sexe des dinosaures. Comment peuvent-ils se reproduire s'il n'y a que des femelles ? C'est vrai ? Dit Tim. Dans le règne animal, la reproduction sexuelle peut prendre une multitude de formes. Tim est passionné par le sexe, glissa Lex. Par exemple, reprit Grant sans s'occuper de la fillette, de nombreux animaux se reproduisent sans jamais avoir ce que nous appelons des relations sexuelles. Le mâle libère un spermatophore contenant le sperme que la femelle récupérera ultérieurement. Ce type d'échange n'exige pas une différenciation physique aussi marquée que nous l'imaginons habituellement. Chez de nombreuses espèces animales, le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup plus que chez les êtres humains. « Et que viennent faire les grenouilles là-dedans ?» demanda Tim. Des cris aigus retentirent dans les arbres tandis que les microcératops s'enfuyaient en agitant les branches. La grosse tête du tyrannosaure traversa le feuillage sur la gauche et les mâchoires terrifiantes claquèrent devant le radeau. Lex poussa un hurlement de terreur et Grant pagaya vers la rive opposée, mais le cours d'eau ne faisait guère plus de 3 mètres de large. Bloqué par l'enchevêtrement végétal, le tyrannosaure donna de violents coups de tête en rugissant, puis il parvint à se libérer. Ils suivirent à travers les arbres bordant la rivière l'énorme silhouette du carnivore qui restait à la hauteur de l'embarcation en cherchant une trouée. Les microcératops s'étaient tous réfugiés sur l'autre rive, où ils couraient
criaient et bondissaient dans le feuillage. Sans défense, Grant et les enfants regardaient le tyrannosaure chercher vainement un passage dans la végétation touffue. Puis, ils le virent prendre le canot de vitesse et essayer de passer en aval en secouant furieusement les branches. Mais il échoua encore. Sans s'avouer vaincu, le grand carnivore poursuivit sa route sur la rive en laissant le canot derrière lui. « Je le hais !» murmura Alex. « Je le hais !» Grant se rassit, haletant. Si le tyrannosaure avait trouvé une trouée, il n'aurait rien pu faire pour les sauver. La rivière était devenue si étroite qu'il restait à peine le passage pour le canot. Il avait vraiment l'impression d'être dans un tunnel et le plat-bord de la fragile embarcation, entraîné par un courant rapide, frottait contre les rives boueuses. Grant regarda de nouveau sa montre et vit qu'il était 9 heures. Le canot pneumatique poursuivit sa course folle. « Écoutez !» s'écria brusquement Lex. Grant entendit des grondements furieux auxquels se mêlaient des sortes de ululements. Les cris venaient de l'aval, derrière un coude de la rivière. Grant tendit l'oreille et il perçut de nouveau le ululement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lex. « Je ne sais pas, » répondit-il, « mais il y en a plus d'un. » Il reprit les pagaies pour gagner la rive opposée et s'agrippa à une branche pour arrêter le canot. De nouveaux cris s'élevèrent. « On dirait des chouettes, » dit Tim. « Ce n'est pas encore l'heure de la morphine ?» demanda Malcolm en poussant un gémissement. « Non, pas encore, » répondit Ellie. « De quelle quantité d'eau disposons-nous ici ?» poursuivit le mathématicien avec un soupir. « Je ne sais pas. Nous pouvons avoir toute l'eau que nous voulons au robinet. »« Non, je veux dire quelle quantité y a-t-il en réserve, s'il y en a ?» ?»« Il n'y en a pas, » répondit Ellie avec un petit haussement d'épaules. « Allez dans toutes les chambres de notre étage et remplissez les baignoires. » Ellie le considéra d'un regard perplexe. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Malcolm. « Avons-nous des talkie-walkie, des torches électriques, des allumettes et des réchauds, ce genre de choses, vous voyez. » « Je vais jeter un coup d'œil. Vous vous préparez à affronter un tremblement de terre ?»« Quelque chose comme cela. L'effet Malcolm suppose des changements catastrophiques. » « Mais Arnold prétend que tous les systèmes fonctionnent normalement. » C'est à ce moment-là que cela se produit. Vous n'avez pas une très haute opinion d'Arnold, n'est-ce pas? Oh, il fait bien son boulot d'ingénieur. Et Wu aussi. Ce sont des techniciens. Mais pour moi, il manque d'intelligence. Il voit la situation immédiate. Il pense avec un esprit étroit et appelle cela être pointu. Ils n'ont pas de vision d'ensemble et ne réfléchissent pas aux conséquences. Le résultat de ce manque de profondeur, c'est l'île où nous sommes. On ne peut pas créer un animal sans imaginer qu'il agira comme un être vivant, que son comportement sera imprévisible, qu'il essaiera de s'échapper. Et cela, ils ne l'ont pas compris. « Ne croyez-vous pas que c'est simplement la nature humaine ?» demanda Ellie. « Certainement pas, » répliqua Malcolm. « C'est comme si l'on disait que des œufs brouillés et du bacon au petit déjeuner font partie intégrante de la nature humaine. Cela n'a rien à voir. Il s'agit uniquement d'habitudes occidentales, et cette idée suffit à écœurer une grande partie de la population du reste du monde. C'est la morphine qui me rend philosophique, ajouta-t-il avec une grimace de douleur. Voulez-vous un peu d'eau? Non, merci. Je vais vous expliquer ce qui ne va pas chez les ingénieurs et les scientifiques. Les scientifiques nous répètent à l'envi qu'ils cherchent à découvrir la vérité sur la nature. Il y a du vrai là-dedans, mais ce n'est pas ce qui les motive. Personne ne peut être mu par une abstraction telle que la recherche de la vérité. La véritable préoccupation des scientifiques est la réussite. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils peuvent faire quelque chose, et ils ne prennent jamais le temps de se demander s'ils devraient le faire. Par commodité, ils qualifient cela de considération oiseuse. S'ils ne le font pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Ils ont la conviction que les découvertes sont inévitables
et essaient simplement d'être les premiers. Telle est la règle du jeu dans le monde scientifique. Même en recherche pure, toute découverte est un acte agressif, un acte de violence qui nécessite un important matériel et change littéralement la face du monde. Les accélérateurs de particules mutilent le sol et laissent des déchets radioactifs. Les astronautes abandonnent des détritus sur la Lune. Il y a toujours une preuve du passage des scientifiques pendant qu'ils faisaient leur découverte. Toute découverte est un viol du monde naturel. Toujours. Ce sont les scientifiques qui le veulent. Ils tiennent à laisser leurs instruments, à laisser leurs empreintes. Ils ne peuvent se contenter de regarder, d'évaluer. Ils sont incapables de s'intégrer à l'ordre naturel des choses. Il leur faut provoquer quelque chose de non naturel. Tel est le rôle que jouent les scientifiques. Et dire que des sociétés entières s'engagent maintenant dans cette voie. Malcolm poussa un profond soupir et retomba sur son lit. Vous ne croyez pas que vous y allez un peu fort ? À quoi ressemble une de vos excavations après un an de fouilles ? Un champ de bataille, reconnut Ellie. Vous ne replantez pas, vous ne rétablissez pas ce que vous avez bouleversé. Non. Et pourquoi ? Faute de crédit, je suppose, répondit-elle avec un petit haussement d'épaule. Donc vous avez assez d'argent pour creuser, mais pas pour tout remettre en ordre. Vous savez, nous ne faisons des fouilles que dans les Badlands. Que dans les Badlands, répéta Malcolm en secouant la tête. Que des détritus, que des déchets, que des effets indirects. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les scientifiques veulent tout cela. Ils veulent des déchets, des détritus, des mutilations et des effets indirects. C'est pour eux une manière de se rassurer, et cela devient de plus en plus désastreux. Alors, quelle est la réponse ? Se débarrasser de ces techniciens à l'esprit étroit, les faire dégringoler de leur piédestal. Ce serait renoncer à tous les progrès. Quel progrès ? Répliqua vivement Malcolm. Le temps que les femmes consacrent aux travaux ménagers n'a pas diminué depuis 1930, malgré l'aspirateur, la machine à laver et le sèche-linge, le broyeur d'ordures et les vêtements jetables. Pourquoi faut-il encore aussi longtemps pour nettoyer sa maison qu'en 1930 ? Eddie garda le silence. Parce qu'il n'y a pas eu de progrès, reprit Malcolm. Pas de vrai progrès. Quand, il y a 13 000 ans, nos ancêtres réalisaient les peintures rupestres de Lascaux, ils consacraient 20 heures par semaine à se nourrir, se loger et se vêtir. Le reste du temps, ils s'amusaient, ils dormaient, et ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Et ils vivaient dans un monde naturel, avec un air pur, de l'eau limpide, des arbres et des couchers de soleil. Vous imaginez, 20 heures par semaine, il y a des milliers d'années. Votre idée, c'est de remonter le cours du temps ? Demanda Ellie. Non, mais je voudrais que les gens se réveillent. La science moderne se développe depuis 4 siècles. Et nous devrions savoir à quoi nous en tenir sur ce qu'elle peut nous apporter. Le moment du changement est venu. Avant de détruire la planète, suggéra Ellie. Oh là là, soupira Malcolm en fermant les yeux. C'est bien le dernier de mes soucis. Dans le tunnel ombrageux enserrant la rivière, se retenant aux branches, Grant faisait prudemment avancer le canot. Il entendait encore les cris en aval. Enfin, il vit les dinosaures. Ce sont bien ceux qui sont venimeux ? Oui, répondit Grant, des dilophosaures. 2 dilophosaures se tenaient sur la rive. Leur corps, haut de 3 mètres, était moucheté de noir et de jaune, mais leur ventre était d'un vert vif, rappelant celui du lézard. Ils avaient sur la tête 2 crêtes rouges en forme de V qui couraient des yeux au nez. La manière dont ils courbaient le cou pour boire l'eau de la rivière, avant de relever la tête en lançant leur ululement, renforçait encore leur ressemblance avec des oiseaux. « Et si nous abandonnions le canot pour partir à pied ?» murmura Alex.
Grant secoua la tête en signe de refus. Les dilophosaures étaient plus petits que les tyrannosaures, assez petits pour se glisser à travers la végétation bordant la rivière, aussi dense fut-elle, et ils donnaient une impression de grande vivacité. « Jamais nous ne pourrons passer dans le canot, » poursuivit Alex. « Ils sont venimeux. »« Nous n'avons pas le choix, » répliqua Grant. « Nous devons passer. » Les dilophosaures continuaient à boire et à ululer. Ils semblaient se répondre d'une manière rituelle, étrangement répétitive. Le dinosaure de gauche penchait la tête pour boire, puis il ouvrait la bouche en découvrant de longues rangées de dents acérées et lançait un ululement. L'autre répondait d'abord par un cri, avant de se pencher à son tour pour boire, en reproduisant fidèlement les mouvements de son congénère. Puis, il recommençait en répétant exactement les mêmes mouvements. Grant remarqua que l'animal de droite était un peu plus petit, que les taches de son dos étaient moins larges et sa crête d'un rouge plus terne. « Ça alors » murmura-t-il, « c'est un rite nuptial. »« Croyez-vous que nous pourrons passer » demanda Tim. « Pas pour l'instant, ils sont au bord de la rivière. » Grant savait que certains animaux pouvaient accomplir leur rite nuptial pendant plusieurs heures d'affilée. Ils ne prenaient pas le temps de se nourrir et ne prêtaient aucune attention à ce qui les entourait. Il regarda sa montre et vit qu'il était 9h20. « Qu'allons-nous faire » insista Tim. « Je n'en ai pas la moindre idée. » Grant venait de se rasseoir dans le canot pneumatique quand il entendit les dilophosaures rugir et ululer avec une nervosité accrue. Il leva la tête et vit que les deux animaux tournaient le dos à la rivière. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Alex. « Je crois que la chance est enfin avec nous, » répondit Grant en souriant. « Je veux que vous vous allongiez tous les deux au fond du canot, » poursuivit-il en éloignant l'embarcation de la rive. « Nous allons passer aussi vite que possible. Mais n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous ne dites pas un mot et ne faites pas un mouvement. C'est compris ?» Le canot commença à prendre de la vitesse, entraîné par le courant vers les dilophosaures. Allongé au pied de Grant, Lex le regardait avec des yeux effrayés. Il se rapprochait de plus en plus des deux dinosaures qui leur tournaient le dos. Grant prit le pistolet à air comprimé et vérifia qu'il était chargé. Ils perçurent brusquement une odeur bizarre, à la fois douce et écœurante, rappelant celle du vomi séché, tandis que les ululements devenaient de plus en plus forts. Le canot sortit d'un coude de la rivière et Grant retint son souffle. Les dilophosaures se tenaient à quelques mètres, tournés vers les arbres, poussant des cris furieux. Comme Grant l'avait pressenti, ces cris étaient destinés aux tyrannosaures, qui essayaient de se frayer un passage à travers le rideau d'arbres. Pendant que les dilophosaures ululaient avec fureur en tapant du pied sur la rive boueuse, le canot passa derrière eux. L'odeur fétide était insupportable. Le tyrannosaure lança un long rugissement, sans doute en voyant le canot. Encore quelques secondes et... il y eut un choc sourd. L'embarcation s'immobilisa. Elle était échouée, à quelques mètres des deux carnivores. « C'est le bouquet !» murmura Alex. Il y eut un long raclement du fond du canot sur la boue, puis l'esquif se dégagea et reprit de la vitesse. Le tyrannosaure poussa un dernier rugissement et repartit le long de la rivière. L'un des dilophosaures parut surpris, puis il ulula. L'autre lui répondit aussitôt. Le canot poursuivit sa route.